Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue le premier pilier du plan interministériel 2023-2027 pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et parce que les stéréotypes menant aux discriminations sont aussi véhiculés à l'école, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, assistait à un échange entre élèves sur le sujet le 23 mai dernier à l'école élémentaire publique Simone de Beauvoir à Marseille. L'atelier auquel on a participé, c'est une classe qui était interrogée sur des stéréotypes. Donc on avait des images, un ballon de foot, un tracteur, du ménage, de la cuisine, des vêtements. Et on devait savoir en fait si c'était forcément pour une fille, pour un garçon, pour un homme ou pour une femme. Et ce qu'on a vu, c'est que finalement, assez spontanément, les enfants ont su trouver le chemin de l'égalité. Le chemin de l'égalité, ça voulait dire que c'était autant pour un homme que pour une femme, à la fois dans le positif, c'est-à-dire des métiers à réaliser, mais aussi parfois dans des choses plus contraignantes de notre vie quotidienne, faire la cuisine, faire le ménage. Et je pense que ça, c'est important. Et j'espère surtout que ça, ils vont le garder avec eux. Parce que ça peut nous prêter à sourire, mais en fait, c'est fondamental sur la manière avec laquelle on peut transmettre un certain nombre de principes et de valeurs. Cette école, visitée par la ministre, fait partie du plan Marseille en grand, lancé par le président de la République, permettant la rénovation d'écoles et l'acquisition de matériel numérique répondant aux plus hauts standards, ce que souligne le maire de Marseille. Là, vous avez pu voir un tableau numérique interactif qui est vraiment spécifique à Marseille en grand et dont on n'a pas parlé, mais qui permet une pédagogie très large. C'est-à-dire que ça va de ce qu'on a vu là autour des discriminations, mais de l'histoire, de la géographie, de l'apprentissage des langues, de la connexion d'ailleurs des élèves entre eux. Et donc on a différentes écoles de Marseille qui sont en contact, mais on a aussi des petits Marseillais qui sont en contact avec des gens à Erevan, en Angleterre ou ailleurs, grâce à ces équipements numériques, qui sont à ce niveau-là les seuls en France. C'est très spécifique, c'est des programmes qui ont été fabriqués avec l'éducation nationale, mais c'est un outil pédagogique qui permet, et vous l'avez vu, l'attention des plus petits. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que, et c'est vrai que la question des écrans au quotidien est une question prégnante, mais là on n'est pas du tout sur son écran de smartphone. En fait on est sur un tableau, comme on en avait nous quand on était petit, qui nous permet d'être beaucoup plus calme. Et quand on en discute avec les directeurs, quand on en discute avec les professeurs, leur réponse est systématiquement la même, c'est-à-dire que l'attention des élèves, le niveau scolaire augmente parce que ça leur permet d'être extrêmement réactifs. Aujourd'hui, le cerveau des petits est beaucoup plus réactif que ce qu'il ne l'était, et en tout cas est réactif de manière différente que ce qu'il ne l'était quand moi j'étais jeune. Et donc ils ont une habitude de rapidité, de complexité très forte. Et donc ce sont des équipements qui permettent, vous l'avez vu, du calme dans la classe, permettent de l'interaction, font monter le niveau, et ça nous fait du bien. Les débats qui traversent la société aujourd'hui ne se fabriquent qu'autour des questions de discrimination, des questions d'identité, des questions religieuses. L'actualité récente nous le montre d'ailleurs. Et donc je pense qu'à chaque fois que dans les écoles on ouvrira ce genre de classe, et je souhaite que tout le monde puisse en bénéficier, à chaque fois toutes les formes d'obscurantisme, quelles qu'elles soient, reculeront. Et c'est à ça qu'on a assisté ce matin. Quel que soit l'endroit où on est né, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit sa religion d'ailleurs, qu'on soit un garçon ou une fille, on peut réfléchir ensemble, on peut se rassembler et être d'accord. Et on en a besoin. Et donc moi j'incite les grands responsables politiques de ce pays à venir ici, faire quelques ateliers, je pense que ça leur ferait pas de mal. Parmi les autres rendez-vous importants d'Aurore Berger, le lancement du PAC Nouveau Départ dans les Bouches-du-Rhône, 5e département pilote en France, a expérimenté ce dispositif de prise en charge globale des femmes victimes de violences. Le PAC Nouveau Départ, c'est d'avoir une coordination globale pour éviter de renvoyer les femmes de guichet en guichet une fois qu'elles ont réussi à prendre la décision de quitter le conjoint violent. Ça veut dire qu'on va former massivement pour détecter, repérer, parce que vous venez à l'hôpital, parce que vous voyez votre médecin, parce qu'au sein aussi des établissements scolaires, les forces de l'ordre, donc on va détecter massivement et on va ensuite accompagner, et en se mettant tous ensemble pour accompagner, main dans la main avec le conseil départemental, sans lequel rien n'aurait été possible, avec la CAF, avec la MSA et avec l'ensemble des services de l'État. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous agissez sur un champ très large pour aider la personne qui a été victime de ces violences conjugales et qui quitte le foyer?
Parce qu'en fait, l'accompagnement de femmes victimes de violences, c'est un accompagnement global. C'est l'accompagnement sur le dépôt de plainte, le traitement judiciaire, l'accompagnement sanitaire, de santé mentale, l'accompagnement pour les enfants, l'accompagnement sur le relogement, la réinsertion professionnelle, la dignité. C'est tout ça qu'on doit mettre en place et c'est pas en quelques jours que ça se construit. C'est parfois en quelques mois, voire années de parcours. Donc on construit des parcours. Et pour ça, il faut former massivement, repérer, détecter massivement et accompagner dans la durée en se coordonnant les uns les autres pour pas, encore une fois, que ce soit juste un dossier. C'est une femme, un être humain et c'est un accompagnement humain qu'on doit mettre en place. 28 féminicides ont été commis en France depuis le début de l'année et dans un cas sur deux, la victime s'apprêtait à quitter son conjoint. Le dispositif active en urgence des solutions selon les besoins de la victime. Le rejoindre était donc essentiel pour la présidente du département. Parce que d'abord on le déploie depuis très longtemps et puis là il vient se renforcer avec une volonté très forte de l'État. Donc très souvent on est critique par rapport aux différents gouvernements, mais là on a une ministre qui s'engage, une ministre qui est à nos côtés, une ministre qui permet à ce que ces dispositifs soient davantage déployés pour permettre à des femmes et des enfants qui subissent des violences, c'est bien d'avoir une prise en charge beaucoup plus rapide et aussi une prise en charge qui soit, on va pas dire définitive, mais qui les empêche de retourner chez elles. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne subit des violences, elle part de la maison, elle claque la porte avec les gosses, et malheureusement derrière, elle ne sait plus où aller taper, et puis donc elle revient chez elle. Donc là, elle resubit des violences. Et on disait que c'était plus de 7 fois qu'elles font ces allers-retours, et au bout d'un moment, les violences sont telles que elles arrivent à trouver la bonne porte. Nous sommes à l'écoute de chacun et de chacune. D'ailleurs, dans la délégation que j'ai créée, je n'ai pas simplement créé une délégation aux violences faites aux femmes, mais j'ai rajouté violences faites aux femmes et aux enfants. Parce que derrière, après, ce sont des victimes collatérales. Un enfant, il n'a pas demandé à venir au monde. Et un enfant, il subit ce qui se passe dans son antre familial. Et c'est important de pouvoir aussi être à leur écoute. Nous formons notamment chacun et chacune qui sont dans les PMI, dans les MDS, mais aussi dans les collèges pour pouvoir repérer les attitudes qui montrent qu'il y a des violences intrafamiliales. Ces violences, elles peuvent être physiques, elles peuvent être morales aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour que chacun et chacune puisse vivre en toute sécurité. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, un sujet de première importance qui doit préoccuper toutes les sphères de notre société, insiste Hélène Jante-Seaglio, conseillère départementale déléguée à la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et aux enfants. Hier, nous avions une formation aux élus sur les violences faites aux femmes et aux enfants. C'était une journée dense de formation. Nous avions différents experts et professionnels sociaux justement pour intervenir, aider à accompagner les élus, puisque c'est une formation aux élus sur cette problématique des violences faites aux femmes et aux enfants. Et l'après-midi était consacré en fait à des témoignages de communes qui ont déjà mis en place des comités locaux ou des initiatives. Et la commune d'Istres, Lançon, l'intercommunalité du Grand Vallat et Malmort ont pu témoigner et apporter des expériences qui sont toujours un soutien en fait aux élus qui sont là pour qu'après dans leur commune ils mettent en place plus facilement. Et donc, quelles étaient les institutions présentes ? Bon, elles étaient nombreuses, puisque nous avions plus de 8 institutions autour de la table. Nous avions bien entendu la préfecture. Ensuite, nous avions Solidarité Femmes 13, donc le CRIF à ce niveau-là, la PERS, UAEP. Puis c'est en fait... et APERS qui sont des associations qui sont un petit peu plus actives au niveau de la proximité et là sur les enfants, puisqu'il y avait par exemple un pédiatre et une puéricultrice qui sont intervenus pour dire les enfants sont co-victimes et comment on s'aperçoit dans leur développement qu'il peut y avoir justement un problème de violence intrafamiliale. Et ça, ce sont des outils et des repérages qui sont essentiels pour les élus que nous sommes, notamment les élus à l'éducation et à la petite enfance. On ne soulignera jamais assez le travail remarquable des associations dans la lutte contre les violences, mais il reste encore des freins, dénonce Mathilde Rémignon,
chef de projet et coordinatrice du service développement de solidarité Femmes 13. Oui, la porte, elle est très lourde, elle est ouverte chez nous et on travaille ensemble pour qu'elle soit de moins en moins lourde, que les femmes se sentent de plus en plus en confiance, qu'elles sachent qu'elles ont cet endroit à elles et que la société aussi lève ses tabous et participe à faire baisser cette honte ou cette pression qui est parfois encore mise sur les victimes. Et les femmes victimes de violences ne pourraient-elles pas avoir accès à une formation de sport de combat, que ce soit systématique? Systématique, je ne sais pas, mais en tout cas, la place de l'autodéfense ou de la riposte dans les luttes féministes, c'est de plus en plus important. Je ne sais pas si on peut la rendre obligatoire, mais c'est peut-être effectivement une façon de reprendre confiance et de pouvoir se protéger soi-même, d'être actrice de sa propre sécurité. Donc intéressant, de là à la rendre obligatoire, je ne sais pas, ça dépendra aussi du rapport au corps et de ce qu'on a envie d'en faire, mais pourquoi pas. Je complétais juste à la fois votre question et la réponse de Mathilde en expliquant que dans les innovations, dans les projets innovants que nous avons, notamment le quadrathlon, nous proposons à ces femmes des sports, et y compris ces fameux sports de combat dont vous parlez. Mais c'est elles qui choisissent. On a, je dirais, un panel de sports que l'on présente, et elles vont à un moment donné choisir telle ou telle chose qui va correspondre à leurs envies et qui va permettre qu'elles sortent un petit peu, à la fois qu'elles puissent prendre conscience de leur corps, parce qu'il y a beaucoup ce phénomène-là, se défendre et en même temps s'ouvrir à d'autres possibles. Parmi les autres actions fortes portées par la ministre, le lancement d'une campagne de testing auprès de 3000 entreprises avec l'envoi de CV anonymes pour connaître les discriminations sur le marché de l'emploi. C'est un fait, les entreprises favorisant la mixité sont celles qui présentent les meilleurs résultats économiques. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.